Bonjour à tous. Merci Monsieur le Président, merci au comité local pour cette invitation. À vrai dire, je suis un peu stressé parce que la salle est grande, vous êtes un public nombreux. Et surtout, je me suis levé très tôt ce matin pour prendre le train et je me suis trompé de chemise. Je n'ai pas pris les bons documents. J'avais beaucoup travaillé, j'ai écrit un texte que j'ai intitulé « Le temps est-il un cas de conscience ?» c'est-à-dire est-ce que le temps est quelque chose qui est produit par la conscience ou est-ce qu'on peut imaginer que le temps a une objectivité, une réalité qui serait la même si nous n'en avions pas conscience. Et je me suis rendu compte de cette erreur au moment où j'allais réviser mes notes, à 1 heure d'ici à peu près, et heureusement un TER était en panne devant le TGV, ce qui m'a donné un peu plus de temps que prévu pour rassembler quelques notes et pouvoir tenter de répondre à la question en moins d'1 heure à partir des souvenirs que j'ai de la préparation de mon exposé. Donc si c'est confus, je vous prie de m'en excuser à l'avance. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est en fait une citation de Ludwig Wittgenstein, vous savez, un philosophe autrichien, qui a fait cette remarque que vous devez connaître. Il a dit ceci: c'est un constat étrange, tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Et ce constat pose la question de savoir comment ou quel rôle joue le cerveau dans le rapport que nous avons avec la réalité objective. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une réalité objective? Et pour répondre à cette question, il faut déjà prendre acte du fait que tout n'est pas moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses en dehors de moi qui ne sont pas moi. Et la question est, comment puis-je les connaître? Alors, c'est une question que Hegel abordait dans la phénoménologie de l'esprit, dans son introduction, en posant la question suivante: comment ce qui n'est pas moi peut-il devenir pour moi? Alors, par exemple, je vois ici des sièges. Ces sièges ont leurs propriétés à eux, qui ne sont pas les miennes. J'ai mes propriétés à moi. Comment moi puis-je connaître ce qui n'est pas moi? Et on voit bien que pour répondre à cette question, il faut fabriquer ce que les philosophes appellent une théorie de la connaissance. C'est-à-dire, il faut essayer d'imaginer quelles sont les structures opératoires qui permettent au sujet de connaître l'objet. Est-ce que c'est l'objet qui envoie des messages au sujet? Est-ce que c'est le sujet qui projette des grilles de lecture qui sont en lui sur l'objet? Est-ce que les structures font partie de l'objet? Les structures qui permettent de connaître font partie de l'objet? Est-ce qu'elles font partie du sujet? Est-ce qu'elles sont entre les deux? Est-ce qu'elles ne sont ni l'un ni l'autre, etc. Il y a toutes sortes d'écoles philosophiques qui tentent de répondre à cette question. Et moi, je vais la reprendre à propos de la question qui fait l'objet du titre de cet exposé, qui est la question du temps. C'est-à-dire, est-ce que le temps est une fabrication du sujet par le biais de son cerveau, de sa conscience, ou est-ce que le temps a une objectivité telle que, même si nous n'étions pas là pour en parler ou pour le connaître ou pour tenter de le saisir, il ferait les mêmes choses? Alors, dans un premier temps, je voudrais que nous procédions à un travail de déniaisement autour de la question du temps, puisque c'était remarqué par saint Augustin au IVe siècle après Jésus-Christ. Il y a un paradoxe autour du temps qui est que dès que le mot temps est enchâssé dans une phrase, alors son sens devient clair. Il n'est pas ambigu. À chaque fois que nous prononçons des phrases qui contiennent le mot temps, nous nous comprenons. Mais, et c'est une remarque que faisait Paul Valéry, dès que le mot temps est extrait du flux verbal au sein duquel on l'avait inséré dans cette phrase, alors il se transforme en tourment pour la pensée, en énigme, en mystère. Le temps, qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est quelque chose qui a une objectivité propre? Est-ce qu'il dépend des événements? Est-ce qu'il dépend de nous, etc. Et on se trouve pris ainsi dans une sorte d'embarras qu'on ne peut finalement éliminer qu'en parlant vite. Autrement dit, nous nous comprenons lorsque nous parlons du temps parce que nous parlons vite. De sorte que c'est le flux verbal dans lequel on a inséré le mot qui donne un sens au mot temps. En fait, c'est le contexte dans lequel on le place qui permet de le définir. Parce que si on fait une sorte d'analyse de ce que veut dire le mot temps quand on l'insère dans les différentes phrases qu'on utilise tous les jours, et qui d'ailleurs sont les mêmes depuis des siècles, je vous invite à faire l'expérience suivante.
lire ce livre de Saint-Augustin que je citais tout à l'heure, Les Confessions, livre qu'il a écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Et dans ce livre, il y a un chapitre, le chapitre 9, qui s'intitule, le chapitre 11, pardon, qui s'intitule Le temps. Texte remarquable, magnifique. Et si vous le lisez en 2016, vous constaterez que vous comprenez parfaitement ce que dit Saint-Augustin. Et c'est étrange, parce que entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac et quelques autres, qui ont profondément changé la façon dont nous comprenons le lien entre l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Or, si nous comprenons Saint-Augustin aujourd'hui, ça n'est pas parce qu'il parle comme nous, c'est parce que nous parlons comme lui. Autrement dit, notre façon de parler du temps n'a nullement été affectée par les connaissances que nous avons acquises sur le temps. Et ça doit nous rendre, disons, prudents, ou même suspicieux, à l'égard de la métaphysique implicite que transporte le langage par lequel nous disons le temps. Et d'ailleurs, à l'examen, on s'aperçoit que ce mot « temps », il sert à dire beaucoup de choses, il est victime d'une sorte de polysémie fulgurante. On emploie ce mot pour dire tout aussi bien la succession, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, l'urgence, l'attente, la vitesse, l'argent, la mort, etc. Ce qui fait beaucoup trop pour un seul mot. Et donc on sent bien qu'il y a une sorte de gâchis du langage dans l'usage que nous faisons du mot temps, et qu'il faudrait procéder à ce qu'on pourrait appeler un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire se demander si à chaque fois qu'on utilise le mot temps, c'est bien du mot temps qu'on parle et pas d'autre chose. Est-ce que ce mot n'est pas devenu une sorte de fourre-tout qui ne désigne plus rien? Et moi, je fais partie des physiciens qui prennent acte d'une sorte d'efficacité opératoire de la physique. La physique s'est saisie du temps avec Newton, un peu avec Galilée, mais surtout avec Newton, qui l'a formalisé, qui l'a théorisé, qui l'a mathématisé. Et depuis cette date, la physique est une science, vous le savez, qui est assez puissante. Et sa puissance, d'ailleurs, ne cesse de se renforcer. Vous avez entendu parler il y a un mois de la détection des ondes gravitationnelles, qui avait été prédite par Einstein il y a un siècle exactement. Bon, elles ont été prédites dans un cadre qui est ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation qu'Einstein a mise sur pied en 1915, donc il y a un peu plus d'un siècle. Et cette théorie de la gravitation a été bâtie à un moment où les physiciens ne connaissaient rien sur l'univers. On ne savait pas s'il y avait d'autres galaxies, on ne savait pas que l'univers était en expansion, on ne savait pas comment fonctionnaient les étoiles, on ne connaissait pas les interactions nucléaires qui sont responsables justement de l'énergie qu'elles émettent. On ne savait rien. Et un siècle plus tard, ces équations qui ont été écrites il y a un siècle sont toujours les mêmes, alors même que nous avons acquis toutes sortes de nouvelles informations, fait des milliers de découvertes, sans que ces découvertes modifient le cadre conceptuel qui permet de comprendre la cosmologie. De la même façon, il y a 3 ans, vous vous souvenez qu'on a annoncé la découverte du boson de Higgs, une particule qui est responsable de la masse des particules élémentaires, c'est une sorte de champ quantique associé à ces particules. Et vous savez peut-être qu'en physique relativiste, celle d'Einstein, un observateur n'est doté d'un temps propre que si sa masse est non nulle. Et donc ce champ, ce boson de Higgs qui donne sa masse aux particules élémentaires, leur a donné à ces particules la masse qui leur permet d'avoir un temps propre. Et donc ça veut dire que cette découverte démontre même que nous avons compris des choses très importantes à propos du temps en physique. Et donc l'idée que j'ai eue, et je ne suis pas le seul, mais je l'ai travaillé pendant des années, c'est de voir quelles seraient les indications que nous donneraient les équations de la physique à propos du temps si elles pouvaient parler. On imagine que les équations parlent, qu'est-ce qu'elles disent du temps? Et on voit bien que, enfin on se doute en tout cas, que la réponse qu'on va trouver pour cette question va dépendre de la théorie qu'on sollicite et à laquelle on pose la question. Selon qu'on prend la mécanique de Newton, ou qu'on prend la relativité d'Einstein, ou la physique quantique, ou autre chose, on aura des réponses différentes. Et c'est ce travail-là qui est intéressant, et qui, lorsqu'on le mène à bien, aboutit à des conclusions qui sont assez spectaculaires. Par exemple, on constate que
toute l'histoire de la physique moderne, depuis Newton, s'est structurée, pour ce qui est de sa représentation du temps, autour d'un principe très simple qui s'appelle le principe de causalité. Alors, l'énoncé classique du principe de causalité nous invite à le résumer de la façon suivante. Tout événement qui se produit est l'effet d'une cause qui le précédait. Rien n'advient sans cause, et il y a toujours une relation d'antériorité entre la cause et l'effet. Pour des raisons que je ne vais pas détailler parce qu'elles sont complexes et s'appuient trop sur le formalisme mathématique de la physique quantique, notamment, les physiciens ont abandonné l'idée de cause. On ne parle plus de cause ni d'effet, c'est plus compliqué. Disons que l'idée de cause, c'est dissoute dans l'idée même de loi. Une loi physique ne dit pas ce qui est l'effet, ce qui est la cause, elle dit comment les choses se calculent et comment elles se passent. Et donc, je ne parlerai pas de cause, mais on a gardé du principe de causalité un énoncé qui est épuré de l'idée de cause. C'est-à-dire, on dit, ce qui a eu lieu, a eu lieu. C'est-à-dire que si un événement s'est produit, dans quelque référentiel que ce soit, alors il demeurera éternellement vrai qu'il s'est produit. Et donc, ce principe, qui était à la fois un principe métaphysique et en même temps une vérité de la palisse, puisque tout le monde sait cela, est un principe qui exige que nos équations rendent impossible les voyages dans le passé. Puisqu'un voyage dans le passé permettrait de rétroagir sur un événement qui a déjà eu lieu et qui a déjà eu des conséquences. Et donc on interdit ça, on dit, voilà, quel que soit votre système, quel que soit votre formalisme, il doit garantir le respect du principe de causalité, c'est-à-dire garantir que si une chose, un événement s'est produit, rien ne pourra ultérieurement effacer sa vérité. Et ce qu'on découvre, c'est des choses assez spectaculaires. Par exemple, le principe de causalité en physique newtonienne, donc la mécanique, pour ceux qui connaissent, ou la théorie de la gravitation universelle, formulée par Newton au XVIIe siècle, et bien dans cette physique-là, le principe de causalité empêche que le temps puisse être cyclique. C'est-à-dire le temps, on ne peut pas faire de cycle, on ne peut pas repasser deux fois par le même instant. Pourquoi? Parce que si le temps était cyclique, vous voyez bien qu'un événement pourrait entraîner dans sa suite, dans son futur, d'autres événements, qui seraient ses effets, si vous préférez. Là, on peut prendre le terme effet, puisqu'à l'époque, on l'utilisait. Les effets vont donner lieu à un futur qui va revenir dans le passé de la cause, et donc l'effet pourra rétroagir sur sa propre cause et annuler sa réalité. Donc on voit bien que le principe de causalité en physique newtonienne impose que le temps ne puisse pas repasser deux fois par le même point, c'est-à-dire qu'il soit linéaire. Alors linéaire, ça ne veut pas dire en ligne droite, ça veut dire qu'il ne passe pas deux fois par le même point, il peut avoir n'importe quelle forme, une sinusoïde par exemple, mais il ne peut pas retrouver dans le futur un instant qu'il a déjà traversé dans le passé. Maintenant, si vous prenez la théorie de la relativité d'Einstein, qu'il a publiée en 1905, là je parle de la relativité restreinte. Vous savez, Einstein est un type qui avait un cerveau spécial, et surtout il avait de la suite dans les idées. Ce qui est toujours mieux que d'avoir des idées dans la suite, comme ça a été démontré récemment par un ancien ministre. Bon. J'espère que c'est pas... Non. Ça m'a échappé. Non, disons plutôt que c'était nerveux, voilà. Et donc, Einstein avait de la suite dans les idées. Quand il avait 16 ans, il avait démissionné du lycée où il étudiait à Munich à cause de l'ambiance qui était trop militaire. Et il s'est posé des questions toutes bêtes. On pourrait dire des questions d'enfants, sauf que les enfants ne se les posent pas. Donc c'est des questions d'enfants posées par un cerveau génial. Et il avait l'art de trouver des situations, de s'imaginer dans des situations qui allaient montrer comment les principes de la physique s'expriment dans ces situations qu'on ne peut pas réaliser concrètement, mais qu'on peut imaginer. Et à l'âge de 15 ans, donc, il imagine qu'il est à cheval sur un rayon de lumière. À l'époque, on pense que la lumière est faite d'ondes électromagnétiques. Et donc, être à cheval sur une onde électromagnétique, c'est être dans la position d'un surfeur qui est sur la crête d'une vague. Et un surfeur qui est sur la crête d'une vague, il voit d'autres vagues devant lui ou derrière lui qui sont immobiles par rapport à lui.
puisqu'il se déplace lui-même avec le train de vague. Et donc, ce que voit le surfeur sur la crête de la vague, c'est un système d'ondes, les vagues, qui sont stationnaires, des ondes qui ne bougent pas. De la même façon, si vous êtes à cheval sur un rayon de lumière, constitué d'ondes électromagnétiques, vous verrez devant vous et derrière vous des ondes qui ne bougent pas, ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Donc en fait, vous verrez de la lumière immobile. Alors Einstein dit, la lumière immobile, est-ce que ça peut exister, ça? C'est bizarre. La lumière est toujours en déplacement, donc comment est-ce qu'il peut y avoir de la lumière immobile? Est-ce que l'expérience que j'ai imaginée est une expérience absolument impossible à faire? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans la façon de décrire la lumière? Et ça va le travailler pendant des années. Et en 1905, quand il a 26 ans, il est ingénieur à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, et il va comprendre les conséquences de cette expérience de pensée qu'il a menée, et ça va le conduire à une nouvelle théorie de l'espace et du temps, qu'on appelle la relativité restreinte. C'est-à-dire que la séparation que nous faisons entre l'espace et le temps n'est pas une séparation absolue. Dans cette salle, ce qu'on appelle le temps, c'est ce qu'on peut mesurer avec nos montres. Ce qu'on appelle l'espace, c'est ce qu'on peut mesurer avec une règle. Cette séparation nous paraît absolue. Or, Einstein démontre que pour quelqu'un qui sera en déplacement par rapport à nous, il y aurait toujours une distinction entre l'espace et le temps, mais cette distinction, cette séparation, ne passerait pas au même endroit que pour nous. Il y a une partie de ce qu'on appelle l'espace qui deviendrait du temps, et il y a une partie de ce que nous appelons le temps qui deviendrait de l'espace. Autrement dit, la séparation entre l'espace et le temps est une séparation relative qui dépend du référentiel depuis lequel on tente de la mesurer. Et il va s'appuyer pour construire cette théorie sur l'idée que la vitesse de la lumière, et c'est la réponse à l'expérience de pensée qu'il avait imaginée à l'âge de 15 ans, la vitesse de la lumière est invariante. C'est un absolu. C'est-à-dire la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de la source qui émet cette lumière, et elle est indépendante de la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Ça implique par exemple que si vous courez après un rayon de lumière, à une vitesse qui peut être très grande, j'imagine que vous êtes un super-héros et que vous allez courir à la vitesse de la lumière moins une petite quantité, vous allez penser que la vitesse de la lumière par rapport à vous, qui courez presque à sa vitesse, ça va être une grandeur très faible. Et Einstein vous dit non. Même si votre vitesse s'approche de la vitesse de la lumière par rapport à vous, c'est la vitesse de la lumière. Donc c'est pas la peine de courir. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez troublant. Et il a, dans un article qu'il publie au mois de juin 1905, formulé une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et dans cette théorie, l'implication du principe de causalité, c'est-à-dire quand on exige de cette théorie qu'elle empêche de modifier le passé, c'est qu'une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. Donc la causalité implique l'existence d'une vitesse limite. Vous voyez comment un travail sur le temps et le lien entre le temps et la causalité peut conduire à des principes, à des règles d'interdiction aussi fortes que celle-là. Et un peu plus tard, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du XXe siècle, ce sera un peu long, surtout pour la physique, mais on a fait la physique des particules. Et on a compris que les particules sont des objets qui vont très vite, qui peuvent en tout cas aller très vite, presque à la vitesse de la lumière, et qui sont très petits, et étant très petits, ils sont redevables d'une nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique. Et donc, pour les décrire, il faut marier la physique quantique qui vaut pour les objets rapides, et la physique quantique qui vaut pour les objets très petits. Les particules étant très véloces et petites, elles sont quantiques et relativistes. Comment les décrire? Et un physicien a trouvé la bonne équation, il s'appelle Paul Dirac, et il a montré en 1930 que l'implication du principe de causalité, c'est-à-dire la prise en compte dans ce nouveau contexte qu'on ne peut pas voyager dans le passé, implique l'existence de particules qu'on ne connaît pas, de même masse que celles que nous connaissons, mais de charge électrique opposée. C'est ce qu'on appelle les antiparticules, l'antimatière. Vous voyez que là, on a une situation extraordinaire qui correspond à une sorte de découverte philosophique négative, où la physique produit un résultat qui vient changer la façon philosophique de poser certaines questions. Au lieu d'imaginer que la causalité, c'est quelque chose que produit notre environnement, eh bien, on a l'impression que la nature, si on peut utiliser ce mot, en tient compte, puisqu'elle contient
des antiparticules, ou du moins contient la possibilité que nous produisions des antiparticules. Et quelques années plus tard, quelques mois plus tard, même ça a été très rapide, on a découvert dans le rayonnement cosmique l'antiparticule de l'électron qu'on appelle le positron. Et donc la causalité semble être quelque chose d'extrêmement structurant pour les équations de la physique, et on pourrait aller encore plus loin et imaginer toutes les conséquences que cela peut avoir. Et par exemple, on découvrirait alors que pour les physiciens, le temps n'est pas la même chose que le devenir, que le changement. Ce qui d'ailleurs contredit notre façon de parler du temps. Très souvent on dit quand plus rien ne se passe, le temps s'arrête. La physique vient vous dire non, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe. C'est-à-dire que rien ne peut affecter son cours, pas même l'immobilité de toute chose. Et pour illustrer cette différence que la physique fait entre ce qu'on appelle nous le cours du temps et puis la flèche du temps qui est autre chose, le cours du temps c'est le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas repasser dans le futur au travers d'un instant que vous avez traversé dans le passé. La flèche du temps, c'est pas une propriété du temps, c'est une propriété qu'ont ou n'ont pas les systèmes physiques. Par exemple, si vous mettez du lait dans votre café, ça fait du café au lait. Et la physique vous dit que vous ne retrouverez jamais, dans le futur, l'état initial, c'est-à-dire du café d'un côté et du lait de l'autre. Autrement dit, il y a une irréversibilité du processus qui advient. Et ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est l'impossibilité qu'a votre système de retrouver dans le futur l'état qu'il a connu dans son passé. Et vous voyez que la flèche du temps, elle concerne c'est le vrai devenir, c'est-à-dire ça concerne l'irréversibilité des phénomènes qu'il faut distinguer de l'irréversibilité du temps même, qui est l'impossibilité de retrouver dans le futur un instant qu'on a déjà traversé dans le passé. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils l'œuvre d'un peintre polonais qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Roman Opalka. J'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai pu voir que sa production artistique est une illustration de ce que je viens de dire. Vous savez, à partir de 1964, enfin, il vivait à Varsovie, il avait rendez-vous avec sa femme, c'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, elle est en retard, et en l'attendant, il ressent ce qu'il appelle la compacité du temps, c'est-à-dire il comprend que le temps se déploie d'une façon sur laquelle nous ne pouvons pas agir. Si un événement doit avoir lieu dans le futur, tant qu'il n'a pas eu lieu, on ne peut que l'attendre. Et ce n'est pas le fait de le désirer davantage qui va précipiter son advenu, c'est même le contraire. Et cette remarque toute simple que chacun d'entre nous peut faire, lui, il va la transformer en obsession. Et à partir de 1964, il va peindre tous les jours sur des tableaux calibrés, avec une peinture blanche sur un fond noir. Il va peindre la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, etc. Et il va faire ça pendant 50 ans. Il va arriver jusqu'à 4 millions et quelques. Et à chaque fois qu'il a terminé un tableau, il se prend en photo. Il se prend en photo dans la même tenue, avec le même éclairage, le même appareil, etc. Et il produit ainsi une œuvre dans laquelle il intercale les tableaux qui montrent la suite des nombres entiers, son visage, puis un autre tableau, etc. Et donc il produit une œuvre qui sépare le cours du temps de la flèche du temps. Tous les nombres entiers sont différents les uns des autres, mais ils sont tous produits de la même façon, c'est-à-dire en ajoutant une unité au nombre précédent. Et là, on voit le cours du temps. Les nombres entiers sont l'équivalent des instants, qui sont tous différents, mais en même temps sont tous produits de la même façon par le temps. Et puis son visage, à mesure que les années passent, que les tableaux se succèdent, lui se marque de rides, les cheveux blanchissent, etc. Et là, on voit la flèche du temps, c'est-à-dire le fait que le temps en passant accompagne son vieillissement, sans qu'on puisse dire que le temps soit responsable de son vieillissement. C'est pas le passage du temps qui nous fait vieillir. Ce qui nous fait vieillir, c'est ce qui se passe dans le temps. Et donc, voilà, on pourrait continuer comme ça à explorer pendant des heures les implications de l'efficacité de la physique sur la façon de penser le temps. Avec cette idée que la physique serait le monsieur propre du langage, et qu'en l'écoutant, alors à la fin, on saurait parler comme il faut du temps. Mais il y a une réserve à cela. C'est-à-dire, vous pourriez me l'objecter. Et cette réserve, c'est finalement, c'est Newton qui a introduit le paramètre T
dans les équations de la physique. C'est le premier qui ait utilisé cette variable au sein d'une équation. Et la question est la suivante. Par quel stratagème intellectuel et à partir de quelle conception préalable du temps Newton a-t-il choisi d'appeler temps cette variable t qui n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps? Alors, moi, je me suis posé cette question il n'y a pas très longtemps, je dois dire, mais j'ai interrogé des historiens et ils ne savent pas. Autrement dit, vous voyez, quand vous avez des équations mathématiques avec des variables, choisir de les nommer en reprenant un mot qui existe déjà dans le langage, c'est laisser entendre que cette chose qui est présente dans le langage se retrouve telle qu'elle dans les équations. Autrement, pour dire que cette variable, c'est le temps, il faut d'une certaine façon déjà savoir ce qu'est le temps avant même d'avoir les équations. Autrement dit, il faut projeter une image que l'on a du temps dans la façon de le nommer. Et donc la question, c'est quelle est l'image qu'avait Newton? Et il aurait très bien pu dire, cette variable t qui apparaît dans mes équations, c'est tout à fait autre chose que le temps. Il aurait pu l'appeler truc, ou trick en anglais. D'accord? Et si ça avait été le cas, vous voyez que vous n'inviteriez pas un physicien pour parler du temps. Les physiciens feraient des colloques entre eux pour discuter du statut de truc, alors que les philosophes, les biologistes, les neurologues, les psychologues, les historiens, les philosophes se réuniraient de leur côté pour discuter du temps tel qu'on le pense par le langage ou par la philosophie, sans du tout se préoccuper de ce que les physiciens ont à dire sur le temps. Et donc, vous voyez qu'il y a une part d'arbitraire sémantique qui vient simplement du choix qu'a opéré Newton à la fin du XVIIe siècle et qui, comme je viens de le dire, est arbitraire. Il aurait pu le nommer autrement. Et s'il l'avait nommé autrement, c'est un peu l'expérience c'est de l'Uchronie, en fait. On pourrait refaire l'histoire en imaginant que Newton ait choisi un autre mot. Et si ça avait été le cas, beaucoup de choses auraient changé dans l'histoire des idées. Donc, est-ce que le temps physique dont on parle, c'est le vrai temps? Ou est-ce que c'est un temps réduit, un temps incomplet, un temps décharné? Parce que ce temps qu'on a l'habitude de comprendre quand on fait des mathématiques, ou même quand on trace avec un axe des temps l'évolution de telle ou telle variable, ce temps est quand même très bizarre. Le temps de Newton, d'abord, c'est un temps qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Quand vous écrivez une équation de physique, il y a t dans l'équation, et t, le paramètre t, ne dépend pas de t. Et donc, sans le savoir, Newton introduit un paramètre qui ne fait rien d'autre que traduire l'invariance des lois physiques au cours du temps. En disant que le temps est homogène, en disant que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps, il dit simplement que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. C'est une idée dont il n'avait pas conscience, mais que vous, sans doute, vous avez pleinement en tête, puisque si demain matin, le four à micro-ondes qui est chez vous et qui fonctionnait bien ce matin ne marche pas lorsque vous appuierez sur le bouton, vous direz aussitôt, tiens, le four à micro-ondes est tombé en panne. Tout le monde va dire ça. Et en disant cette phrase, le four à micro-ondes est tombé en panne, en fait, vous excluez une autre possibilité qui ne vous vient pas à l'esprit, c'est que les équations de Maxwell que les ingénieurs ont utilisées pour dessiner ce four à micro-ondes aient pu changer au cours de la nuit. Ça, c'est une idée qui ne vient jamais à personne. C'est-à-dire que vous aussi, vous postulez que les lois physiques sont invariantes au cours du temps, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas à mesure que le temps passe. Okay. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on utilise, nous, de façon quotidienne, puisque, comme vous le savez, l'univers est en expansion, il évolue, les températures baissent, etc. Et comment faire pour connaître l'univers primordial, l'univers d'après le Big Bang? Il n'y a aucun moyen, parce qu'on n'y est plus. Cet univers appartient au passé. En plus, c'est une zone, une période dans laquelle il n'y a pas d'émission de lumière. Donc même l'astrophysique n'a pas accès aux premières phases de l'univers. Et la seule façon qu'on a de comprendre ce qui s'est passé, c'est de jouer sur cette invariance des lois en disant, mais finalement, l'univers était plus chaud, plus dense, la matière était plus concentrée dans le passé. Si on fait une collision de particules à haute énergie, comme au CERN à Genève, on va recréer dans un petit volume d'espace-temps, donc pendant un temps très court, les conditions physiques de l'univers primordial.
très forte température, très forte densité. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, nous verrons se produire dans le présent les phénomènes qui s'étaient déroulés dans le passé. Ce n'est pas une machine à remonter dans le temps, c'est juste une expérience qui permet à l'univers présent, localement, de vivre une cure de jouvence. C'est-à-dire, il revit des phénomènes qu'il avait déjà vécus il y a 13,7 milliards d'années. Et c'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs. Le boson de Higgs n'est pas une particule qui existe dans l'univers, il n'y en a plus, mais on a utilisé le fait que l'univers contient la possibilité permanente de le recréer, pour autant qu'on lui donne l'énergie qui lui manque. Et donc, cette invariance des lois physiques, c'est la sonde que nous utilisons pour connaître l'univers primordial. Simplement, ce temps newtonien, vous voyez, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on raconte sur le temps. Et puis surtout, il ne dit pas quel est le moteur du temps. C'est-à-dire, quelle est cette force bizarre qui garantit le renouvellement de l'instant présent. L'instant présent est ambigu, parce qu'à la fois, il est en train de disparaître dès qu'il apparaît, mais dès qu'il disparaît, il est remplacé par un autre. Donc il y a toujours du présent qui est présent, c'est sa définition, mais c'est jamais le même. Quel est le moteur de ce renouvellement? On pourrait dire d'ailleurs que le temps, c'est cette chose qui renouvelle l'instant présent. On pourrait définir le temps comme étant ce moteur-là. Alors, Newton dit j'en sais rien, et il prend acte de l'existence de ce moteur en mettant une flèche sur l'axe des temps. L'axe des temps qu'on utilise, cette droite sur laquelle on met une petite flèche, la flèche est là pour dire, tiens, si vous êtes présent à l'instant T, vous ne pouvez pas y demeurer présent. Vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent, vous êtes obligé de suivre le cours du temps. D'accord ? C'est la grande différence entre le temps et l'espace. Vous pouvez choisir votre position dans l'espace, vous pouvez aller quelque part puis revenir là où vous étiez, alors que les déplacements dans l'axe des temps sont impossibles. Donc le temps est la marque de notre emprisonnement, alors que l'espace est la marque de notre liberté, d'une certaine façon. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui nous emprisonne dans le présent? Et qu'est-ce qui fait que ce présent est doué d'une certaine motricité, puisqu'il ne reste pas à la même position? Et ça, c'est une question, et j'en viens à mon sujet, la conscience. C'est que, vous voyez, c'est compliqué, parce que avoir conscience du temps, c'est d'une part avoir conscience qu'il est fait d'instants qui se succèdent. Il y a un instant, puis un instant, puis un instant. Mais avoir conscience du temps, c'est d'une part procéder à cette analyse, au sens propre du terme, c'est-à-dire on analyse le cours du temps, il y a un instant, puis un instant, et un instant, mais c'est aussi comprendre que ces instants successifs font partie d'une même série. C'est pas un instant, puis un instant, puis un instant, c'est un premier instant, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Autrement dit, pour avoir l'idée d'un cours du temps, il faut avoir l'idée d'un continuum. Et c'est là que la conscience intervient. Parce que la conscience, c'est la grande thèse de Husserl et des phénoménologues, la conscience fait cohabiter dans son propre champ des instants successifs qui ne peuvent pas coexister. Puisque pour le temps physique, il ne peut pas y avoir deux instants en même temps. Tout instant qui se présente chasse le précédent, donc ils ne peuvent pas coexister. Alors que la conscience, elle fait un travail d'intégration, comme je le disais, des différents instants. Je crois même, vous savez ça mieux que moi, mais je crois que, par exemple, si je bouge mon doigt devant mes yeux, je vais voir l'intégralité de la trajectoire. Je vais voir tous les points qu'a parcouru mon doigt dans l'espace. Ça veut dire que ma vision est capable de voir des positions comme si elles étaient synchrones, alors qu'en fait, elles se sont déployées selon une série temporelle par laquelle toute position étant abandonnée laisse place à une autre position qui est différente. Ce que je ne perçois pas, je perçois l'intégrale. Cela veut dire que pour avoir conscience de l'existence d'un cours du temps, il faut une intervention de la conscience. Descartes lui-même l'avait déjà remarqué, vous savez, c'est l'anecdote qu'il raconte dans la 7e métaphysique, je crois, l'anecdote du père Bourdin. Le père Bourdin, c'est un prêtre, un curé de paroisse, qui est réveillé la nuit par la cloche de l'église, qui sonne 4 fois ding, 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 ding. Et le curé est affolé, et il se dit, tiens, la cloche a sonné 4 fois 1 heure.
D'accord? Il n'a pas intégré. Il n'a pas intégré qu'elle sonnait en fait 4 heures. Donc, on fait la même chose avec les instants. On est capable d'intégrer. Et c'est la conscience qui intègre. Puisque la conscience, je répète, c'est le point crucial. La conscience fait coexister dans son champ des instants dont la physique nous dit qu'ils ne peuvent pas coexister. Et dès que vous avez ça en tête, la façon dont nous représentons le cours du temps, la droite omniprésente dans tous les diagrammes, les graphiques, etc., devient un mystère. Ça devient un mystère absolu. D'abord parce que cette droite ne dit pas quel est le moteur de l'écoulement. Elle ne vous dit pas ce qui fait que ça avance. Deuxièmement, quand vous êtes présent à l'instant T sur cette droite, où sont les instants précédents? Est-ce qu'ils sont disparus ou est-ce qu'ils sont encore là? Et les instants du futur, est-ce qu'ils sont déjà là à vous attendre ou est-ce qu'ils ne sont pas encore là? Autrement dit, cette droite, est-ce que c'est l'intégrale de toutes les positions successives de l'instant présent? Ou bien est-ce que c'est une sorte de chose qui est là de toute éternité que nous parcourons? Alors Einstein s'était posé cette question et il avait défendu la thèse qui est la suivante, c'est la thèse de l'univers-bloc. L'univers-bloc, c'est l'idée que l'espace-temps existe de toute éternité. C'est comme la scène d'une pièce de théâtre. Cette scène est indépendante de la pièce qui s'y joue. Elle est absolument statique, elle est atemporelle. D'où vient alors que nous avons l'impression que le temps passe? Eh bien, Einstein dit, c'est comme quand vous êtes dans un train. Vous êtes dans un train qui se déplace dans un paysage, dans une campagne, et vous dites, tiens, le paysage défile. C'est un abus de langage. Le paysage ne défile pas. C'est votre mouvement dans le paysage qui crée l'impression que vous avez qu'il défile. C'est le mouvement du train dans lequel vous êtes qui crée cette dynamique. Et Einstein pense la même chose pour l'espace-temps. Ce qui crée l'impression que nous avons que le temps passe, c'est notre déplacement sur ce qu'on appelle nos lignes d'univers. C'est notre mouvement dans l'espace-temps qui crée l'impression que le temps passe. Autrement dit, nous sommes les moteurs du temps. C'est nous qui créons la dynamique du passage. Et Einstein, en défendant cette thèse, reprend en fait à sa manière d'autres thèses défendues par très nombreux philosophes qui relient le temps à la conscience. Saint-Augustin, que j'ai cité, il dit, dans le livre 11 des Confessions, le temps ne s'écoule que dans l'âme. Il y a un temps du passé, un temps du présent, un temps du futur. C'est l'âme qui est le lieu dans lequel le temps s'écoule. C'est l'âme qui temporalise. Kant va dire la même chose. Dans la critique de la raison pure, il explique que notre conscience, notre entendement, notre intuition, il y a plusieurs termes, produit ou contient même une sorte de grille de lecture par laquelle, en la projetant, nous temporalisons les phénomènes. Donc ce sont des façons différentes de dire que notre conscience, alors la conscience c'est un mot compliqué qui, je ne vais pas vous l'expliquer, mais ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être la conscience, ça peut même être l'inconscient, ça peut être le cerveau, ça peut être une partie de l'activité cérébrale, ça peut être quoi que ce soit, à condition que cette chose que vous mettez en avant comme moteur du temps soit connectée au sujet. Voilà. Ça veut dire que le moteur du temps serait quelque chose qui est connecté au sujet, conscient, inconscient, enfin bref. Le mot sujet étant évidemment très chargé philosophiquement, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et je connais beaucoup de gens qui sont persuadés de cela. Il y a énormément de systèmes philosophiques qui défendent cette thèse avec des arguments extrêmement puissants, presque impossibles à réfuter, sauf quand on met en avant le paradoxe suivant. À l'époque de Kant, je ne crois pas qu'on pensait que l'univers n'était apparu que très tardivement dans l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, nous le savons. L'homme est là depuis 2 millions, 3 millions d'années maximum. L'univers a au moins 13,7 milliards d'années. Ce qui veut dire qu'il s'est passé énormément de choses, à commencer par la formation de la Terre, du Soleil, du système solaire et de beaucoup d'autres choses, avant nous. On pourrait même dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Et il s'en faut beaucoup, hein. 2 millions d'années par rapport à presque 14 milliards, c'est un rapport de 1 à 7000. Donc on est vraiment apparu tout à la fin de l'histoire. Ce qui amène à un paradoxe terrible. Si la conscience, si l'apparition de la conscience est elle-même le résultat d'un processus temporel, et si le temps
a besoin d'une conscience pour passer, comment a-t-il pu passer jusqu'à l'apparition de la conscience? D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. Il s'agit de comprendre comment le temps a pu passer avant l'apparition du sujet, s'il a besoin du sujet pour passer. C'est un sujet, c'est presque un paradoxe logique, si vous voulez. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de réfutation autrement que très sophistiquée de ce paradoxe. De sorte qu'on est quand même invité à penser que le moteur du temps est physique. Alors on peut très bien dire le temps contient lui-même son propre moteur. Bon. Le moteur n'est pas décrit par la physique, mais la physique devrait à terme être capable de dire ce qui fait que le temps passe. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Peut-être avez-vous entendu parler des géométries non commutatives d'Alain Cohn. Il y a des tas de gens qui essaient de marier la physique quantique et la relativité générale pour faire ça. Et ils espèrent qu'à l'issue de leurs travaux, ils seront capables de dire ce qu'est le moteur du temps physique. Il y a des gens qui pensent que le moteur du temps physique, il est extérieur au temps. C'est par exemple l'expansion de l'univers, qui serait en fait une sorte de moteur caché, une sorte de moteur cosmique qui serait capable de donner au temps sa dynamique. Vous avez aussi des gens, peut-être qu'avez-vous des noms en tête, qui écrivent des livres aujourd'hui disant que le temps n'existe pas. Et là, on tombe sur des difficultés, parce que dire le temps n'existe pas, ça suppose de connaître le temps. Pour dire qu'une chose n'existe pas, il faut la connaître très exactement pour être sûr qu'elle n'existe pas et qu'aucun de ses avatars n'existe. C'est comme pour démontrer que Dieu n'existe pas, c'est compliqué. Parce que pour dire que Dieu n'existe pas, il faut connaître Dieu. Ce qui est difficile s'il n'existe pas. Donc c'est pareil pour le temps. D'accord. Et donc, quand quelqu'un dit le temps n'existe pas, il faut l'interroger sur qu'est-ce qu'il appelle le temps dans la phrase le temps n'existe pas. Alors si c'est un physicien, il va vous dire le temps n'existe pas parce que le temps de Newton n'existe pas. C'est vrai, le temps de Newton n'existe pas, il est remplacé par le temps d'Einstein. Enfin, plutôt par l'espace-temps. Et puis même, l'espace-temps d'Einstein est difficilement compatible avec la mécanique quantique, donc peut-être que lui-même n'existe pas. Mais c'est pas parce que ces temps qui sont dans les théories sont contredits par d'autres théories qu'on a le droit de dire que le temps dans l'absolu n'existe pas. C'est comme si vous voyez à n'importe quel point de la surface de la Terre, vous pouvez définir une verticale. Quand vous changez de point, c'est plus la même verticale. Donc ça n'est en fait jamais la même verticale. Donc la notion de verticale n'est pas absolue. Et vous pourriez dire, puisqu'elle n'est pas absolue, l'idée même de verticale est absurde. Non, c'est aller trop vite. Certes, la verticale n'est pas la même en tous les points, mais il est universellement vrai qu'en tout point, il y a une verticale. Voilà. Et la relativité, c'est un peu ça qu'elle dit. Elle vous dit qu'il n'y a pas de temps absolu, il n'y a pas de temps universel, mais il est universel que tout observateur ait son temps propre. J'ai mon temps propre, c'est celui qu'indique ma montre. Vous avez votre temps propre, c'est celui qu'indique votre montre. Si je me déplace loin de vous à grande vitesse et que je vous retrouve, par exemple je pars dans une fusée, même plus qu'une fusée, je pars dans une navette qui part à la moitié de la vitesse de la lumière dans une autre galaxie, quand je reviens, vous êtes tous morts. Ça ne veut pas dire que j'ai vécu plus longtemps que vous. Ça veut dire que j'ai voyagé dans votre passé, ce qui est votre futur, pardon. J'ai voyagé dans votre futur, je suis allé plus loin que vous, non. Mais ça veut dire que moi j'ai vécu plus longtemps. Le principe de base de la relativité, c'est le mouvement est comme rien. Tout simple, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand je suis en mouvement, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement. C'est ce qui permet de prendre le train. Les lois physiques dans un train qui avance en ligne droite, à vitesse constante, sont les mêmes qu'à la gare. Si les lois physiques étaient différentes dans les trains en déplacement que dans les gares, on ne pourrait pas voyager. Et donc, si moi je m'éloigne de vous, même à très grande vitesse, ça ne changera rien pour moi. Mon rythme cardiaque sera le même, mon espérance de vie sera la même. Vous restant ici, vous aurez le même rythme cardiaque qu'avant, la même espérance de vie. Simplement, mon temps propre, du fait que je me déplace dans l'espace, va se désynchroniser du vôtre. C'est ça la leçon de la relativité. Ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas. Ça veut dire qu'il existe un temps pour tous les observateurs et le temps qu'il possède est un temps qui lui est propre. Voilà. Enfin, puisque je dois bientôt terminer, je vais maintenant aborder la question qui sans doute vous touche le plus,
en tant que neurologue ou neuroscientifique, c'est la question du statut du présent. Et une question qui a tourmenté Einstein juste à la fin de sa vie, parce qu'il n'avait pas conscience de ce problème. Et je vais vous donner une citation par laquelle il marque l'angoisse terrible dans laquelle l'a plongé le constat de cette difficulté. La difficulté est la suivante. En relativité, il n'y a pas de présent universel, je l'ai dit. C'est-à-dire, c'est impossible de voir le présent. Le présent est une notion locale. Le présent, en relativité, il est défini par votre présence. Pensez à l'univers bloc de tout à l'heure. Nous sommes à Nantes. Pendant que nous sommes à Nantes, Paris et Strasbourg existent, mais nous n'y sommes pas. Autrement dit, Paris... Qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? Strasbourg? Et on est où? On est à Nantes. Alors, je recommence. Donc, nous sommes à Nantes, c'est le lieu de notre présence. Pendant que nous sommes à Nantes, Paris et Strasbourg existent tout autant, mais nous n'y sommes pas. Par contre, la réalité de ces trois villes est exactement la même. Ce qui les différencie pour moi, c'est non pas leur réalité propre, mais ma présence. Mais Einstein pense la même chose pour tous les événements. C'est-à-dire que tous les événements du passé sont là, tous les événements futurs sont là, et les événements de présent, c'est ceux auxquels je suis présent. Okay ? Et il n'y a pas de présent dans l'univers, puisque quand vous regardez une étoile, comme vous le savez, quand vous voyez la lumière qu'elle nous envoie, c'est l'étoile telle qu'elle était dans le passé au moment où elle a mis sa lumière. Elle a émis sa lumière. Donc on ne voit jamais le présent de l'étoile. On ne voit que le passé de l'univers. Et plus on regarde loin, plus on voit un passé lointain. Donc il n'y a pas de présent de l'univers. Le présent est une notion locale. Bon. Mais vous conviendrez avec moi que le présent, pour nous, a une sorte d'éclat particulier. C'est pas un instant comme les autres. Et si je parle même d'un temps épaissi par la conscience, c'est quelque chose de très particulier. Notre rapport au présent en fait quelque chose qui est beaucoup plus éclatant, beaucoup plus exubérant, on pourrait dire, que le passé ou le futur. Or, pour la physique, l'instant présent, c'est un instant quelconque, banal, comme tous les autres, puisque, je l'ai dit, le temps est homogène, tous les instants ont le même statut. Il n'y a rien qui le différencie des autres instants. Et même plus, vous pourriez dire que pour qu'un instant fasse partie du cours du temps, il faut soit qu'il était présent dans le passé, soit qu'il soit présent maintenant, soit qu'il soit présent dans le futur. Autrement dit, un instant du temps qui ne passerait jamais par la case présent ne serait pas un instant du temps. Alors, vous voyez que c'est compliqué, parce que est-ce que vous avez le droit d'invoquer la notion de présent quand il s'agit d'événements qui sont antérieurs à l'apparition de la vie sur Terre ou de l'homme? Vous voyez, quand vous racontez des histoires temporelles, et toutes les histoires qu'on raconte sont temporelles, il y en a de deux sortes. Il y a celles dans lesquelles on met en avant simplement une chronologie. Il y a eu l'événement A, puis l'événement B. Par exemple, je vais dire, Newton est né avant Einstein. Donc je le mets en avant, ou j'utilise une relation de chronologie, d'antécédence. Et vous voyez que si je dis cette phrase, la valeur de vérité de ma phrase est indépendante du moment où je la dis. Je peux la dire aujourd'hui, je peux la dire demain, je peux la dire dans 1000 ans. Il demeurera vrai que Newton est né avant Einstein. Et donc quand vous avez dans votre récit une relation chronologique simplement, sa valeur de vérité demeure vraie à n'importe quel moment du futur. Par contre, si dans ma façon de parler d'une expérience temporelle, je fais référence au présent, par exemple, je vais dire « il fait beau aujourd'hui ». Le aujourd'hui renvoie au présent. Je redis la même phrase demain. Bon, j'ai pas regardé la météo, mais il se peut que la phrase devienne fausse. Parce que demain, peut-être qu'il pleuvra. Donc, quand vous faites référence au temps comme étant le lieu d'un passage, la valeur de vérité de votre propos peut changer à mesure que le temps passe. Et donc, la grande question, c'est est-ce que on doit parler des expériences temporelles uniquement à partir de relations chronologiques, ou est-ce qu'on doit mettre en avant un instant particulier qui s'appelle le présent? Donc je reviens au problème qu'Einstein avait découvert à la fin de sa vie, c'est que pour la physique, tous les instants sont absolument équivalents. Ce qui peut distinguer la perception que nous en avons, ce ne sont pas les instants eux-mêmes, mais ce qui se passe au cours du temps. Il peut y avoir des événements marquants,
Mais le fait que ces événements soient marquants n'affecte en rien le cours du temps même. Et donc, est-ce que c'est la preuve que la physique a raté quelque chose? Le fait qu'elle soit incapable de dire la singularité qu'a pour nous l'instant présent, est-elle la preuve qu'il lui manque quelque chose, qu'il y a encore du travail à faire? Ou bien est-ce que c'est la preuve que cette singularité, c'est nous et nous seulement, notre conscience, disons, qui la fabriquons? Auquel cas, si on veut la comprendre, ça n'est pas vers la physique qu'il faudra s'adresser, mais vers d'autres sciences. Alors je vous cite, pour finir, en fait, c'est pas Einstein lui-même qui parle, c'est son ami Carnap, philosophe du cercle de Vienne, qui lui rend visite à Princeton en 1954. Donc Einstein a 74 ans, il va mourir un an plus tard. Et dans l'autobiographie intellectuelle de Carnap, on lit ce petit passage. « Un jour, je rendis visite à Einstein, qui me dit que le problème du présent le tracassait sérieusement. Il m'expliqua que l'expérience du maintenant a pour l'homme une signification spéciale, qui la différencie radicalement de celle du passé et du futur, mais que cette différence ne peut être mise en évidence au sein de la physique. Que cette expérience ne puisse être prise en charge par la science lui semblait aussi navrant qu'inévitable. Je lui fis remarquer que tout ce qui a objectivement lieu devrait pouvoir être décrit par la science. D'un côté, la succession temporelle des événements décrite par la physique, de l'autre, l'expérience particulière que nous avons du temps, y compris ses appréhensions différentes du passé, ou nos appréhensions différentes du passé, du présent et du futur, qui devraient pouvoir être expliquées par la psychologie. Mais Einstein pensait que les descriptions scientifiques ne sont pas faites pour combler nos attentes d'êtres humains, qu'il y a quelque chose d'essentiel à propos du présent qui demeure hors du domaine de la science. » Fin de citation. Et donc la question, c'est, que j'utilise en forme de conclusion, c'est est-ce qu'il a raison, Einstein? C'est-à-dire, la structuration mathématique du temps physique rend équivalent tous les instants, je l'ai dit, mais il reste à comprendre la singularité qu'a pour chacun d'entre nous chaque instant présent. Est-ce que la physique pourra, à elle seule, résoudre ce problème? Cela supposerait qu'elle devienne capable de décrire, en termes exclusivement physiques, l'intégralité de notre expérience du temps. Mais si le cours du temps est au contraire dépendant d'une façon ou d'une autre de notre subjectivité, si la conscience que nous en avons joué un rôle dans sa dynamique, à quelles autres sciences devrons-nous faire appel? Aux sciences cognitives? Aux neurosciences? Je vous laisse répondre pour votre propre compte et je vous remercie pour votre attention.